Salut à tous, c'est Pierre, bienvenue, vous êtes sur Envergure. On se retrouve pour un nouvel épisode de Qui est. Je suis en compagnie de Titouan. Comment ça va, Titouan? Salut Pierre, ça va très bien et impatient de commencer mon premier qui est chez Envergure. Eh ben écoute, c'est le moment, feu patate, c'est bientôt Noël aussi, et on accueille Hugues qui est là pour te donner la répartie. Écoutez les gars, j'ai envie de commencer par un petit It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Bonne année à tous. Bah, c'est pas la bonne année, là on va être à la veille du réveillon. Allez, on retourne à nos moutons. On va parler d'un garçon qui s'est exilé, qui était dans un gros programme pour aller dans un peu plus petit. C'est Hunter Salis, Titouan. Ouais, donc guard senior de Wake Forest. Il est né le 26 mars 2003, donc il y a 21 ans. On est sur du 6'4", 6'5", donc 1m92, 95 en fonction des mesures avec, sans chaussures, de l'épaisseur de ses chaussettes ou que sais-je. En tout cas, on est dans une catégorie de guard de bien plus d'1m90 pour un peu plus de 80 kilos. Morphotype plutôt fin, plutôt filiforme. Mais l'attrait de ses mensurations, c'est surtout son envergure, qui a été mesurée lors du dernier NBA Combine à quasiment 6'10", donc 2m7, 2m8, ce qui commence à être vraiment intéressant pour un arrière. Donc voilà. Sinon, au niveau carrière, enfin au lycée, il vient de Omaha. Il a fait, enfin dans le Nebraska, il a fait son lycée au Millard North High School et il était surnommé Bambi à cause de problèmes de coordination à cette époque-là. Et c'est assez marrant parce que du coup, si c'est un surnom plutôt mignon, on va dire que c'est assez peu flatteur d'un point de vue basketball. Et sinon, au rayon des petites anecdotes, ce que j'avais sur le joueur, c'est que sa mère est une ancienne basketteuse universitaire et c'est surtout la cousine d'un certain James Harden. Donc voilà, famille de basketteurs. Exactement, un pédigré de basket dans la famille Salis. Donc Hunter Salis qui est passé par Gonzaga pendant 2 ans, qui est senior, comme tu l'as dit. Cette année, en chiffres, ça donne 16,3 points, 3,5 rebonds, 3 passes, 40% au tir, 25% seulement à 3 points, et par contre 85% au lancer franc. Hugues, tu vas nous parler du contexte de Wake Forest. Ouais, bah écoute, un contexte collectif pas ultra glorieux. T'as dit des pourcentages au tir pour Hunter Salis vraiment pas flatteurs, et ça s'explique parce que l'équipe a perdu des joueurs majeurs, notamment Kevin Miller qui était un garde qui portait le ballon l'année dernière, qui initiait beaucoup le jeu, alors que Hunter Salis avait un rôle sur le point of attack de finisseur d'action. Et ils ont perdu aussi Andrew Carr, et c'était deux joueurs qui avaient un fort volume au tir extérieur et des beaux pourcentages, hein, 37 et 40% respectivement. Du coup, cette équipe de Wake Forest perd au spacing, perd au shooting. Efton Weed est toujours là, le grand pivot avec qui il était à Gonzaga il y a 2 ans. Ils ont transféré ensemble, mais le terrain n'est plus aussi espacé. Et donc même si c'est une équipe qui joue dans la ACC, une conférence majeure, hein, qui abrite Duke, qui abrite Clemson entre autres, bah, ils ont du mal à gagner des matchs. Hunter Salis, du coup, il pâtit de ce spacing très très faible, et il a des pourcentages vraiment affreux. Avec un début de saison, il était sous la barre des 10% pendant 5-6 matchs. Très bien, donc pour le contexte de Wake Forest, on va un petit peu parler en profondeur de Hunter Salis. On va aller avec Titouan. Titouan, pourquoi on le regarde, Hunter Salis? Ça a été depuis sa première année sur dans les freshman, on attendait un prospect NBA. Qu'est-ce qui fait de lui que c'en est un quand même? Je pense que sa qualité première, enfin moi ce que je voulais relever, c'était sa défense. C'est un très bon défenseur sur l'homme. Il a une bonne mobilité. Il encaisse bien les changements de direction et bah, comme je l'ai dit dans sa présentation, il a une bonne envergure pour un arrière. Et je trouve également très bon off-ball. Il se place bien dans les gaps. Il lit bien le jeu pour savoir quand venir aider ou pas, pour couper les lignes de passe. Il fait des bons stunts. Au niveau des stats, ça donne quand même plus de 2% de steal percentage sur ses 4 saisons à NCAA.
et il a un peu moins il a 1,7% de block percentage depuis qu'il est à Wake Forest. Et ça, c'est assez intéressant parce que défensivement, on le voit très souvent à Wake Forest être placé en low man défensif, donc en bas de la raquette, en protecteur de cercle secondaire. Et c'est très intéressant parce qu'on l'a dit, c'est un arrière qui avoisine facilement le mètre 95 pour une envergure de 2,8 m. Et du coup, sa taille et sa longueur permet au coach de pas être bloqué à l'idée d'avoir un arrière en low man. Et donc, dans une perspective de projection NBA, pour permettre à son équipe d'avoir un playbook défensif très varié, parce que souvent, tu veux éviter d'avoir ton guard en low man, parce que c'est souvent un joueur petit et qui protège pas bien le cercle. Donc s'il y a un switch et que ton big se retrouve au large et qui se fait passer sur un drive, souvent t'as pas vraiment d'aide et t'as quasiment plus de rim protection. Et là avec Hunter Salis, un peu à l'image d'un Josh Hart par exemple à New York, tu peux avoir un petit entre guillemets en position de low man défensif, donc on va dire de safety défensif, et c'est pas dérangeant parce qu'il t'apporte quand même cette rim protection de par son envergure, son timing, sa compréhension et sa lecture du jeu. Donc, donc voilà, en ce sens, je vous conseille le match contre Xavier, où on voit bien son utilisation dans ce rôle-là, défensif. Et voilà, et je pense que c'est vraiment la carte qu'il a pour la NBA. C'est ce côté défense très polyvalente, même s'il y a quelques petites imperfections. Notamment le classique chez les jeunes joueurs sur le off-ball, le classique je regarde trop le ballon et j'en oublie mon adversaire direct qui cut derrière moi. Donc bon, ça arrive pas souvent, mais ça j'ai vu quelques fois. Donc voilà, mais globalement on a un joueur très bon et polyvalent défensivement et je pense que ce serait un joueur positif de ce côté du terrain en NBA et ça c'est vraiment sa carte, je pense, de sa marque de fabrique pour la NBA. Ok, très bien. Hugues, il a quoi comme autre qualité ce jeune homme? Je vais aller sur des qualités intrinsèques au joueur dans sa création d'espace. Déjà, c'est un garçon qui est ultra athlétique. Hunter Salis, c'est un garçon qui a remporté quelques concours de dunk, notamment à Gonzaga. Il y avait des disponibles sur YouTube, hein, des petites exhibitions comme ça de dunk où il y avait des mecs comme Anton Watson, des clients assez sérieux. Il bouge très bien dans toutes les dimensions et il a appris sur ces 4 années à mieux contrôler son rythme, à accélérer, à décélérer, à changer de direction. Et donc on a un joueur qui est capable de créer du jeu d'un peu partout. Euh, il est efficace au panier. Cette année-là, il est sur des alentours de 75% près du cercle. On est un joueur qui se crée beaucoup sur des flotteurs, sur du runner. Et puis il y a aussi quelques possibilités de s'arrêter, de stop and go et de pouvoir pull-up avec 48% de réussite sur des pull-up à mi-distance. Et enfin, on avait un joueur qui, comme le disait Titouan, qui bougeait bien, même loin du ballon, offensivement aussi, et qui était capable de tirer. Donc on a un garçon en fait qui savait à peu près tout faire, qui a des vraies grosses qualités athlétiques, qui a des vraies longueurs, une vraie mobilité, et ce côté touche à tout des deux côtés du terrain, ça va être un atout surtout pour un garçon qui a 4 ans d'expérience et on le rappelle, qui a connu 2 rôles très différents dans sa carrière universitaire. Un rôle de porteur de balle, créateur offensif, option numéro 1 d'une équipe très moyenne de Wake Forest, et aussi joueur loin du ballon, dans du cut, dans du démarquage, dans de la finition, dans une équipe très compétitive comme Gonzaga. Donc ça, pour les franchises, ça permet d'avoir un vrai échantillon large et un vrai dictionnaire possible pour ce garçon. Hunter Salis, donc fort défensivement, des qualités en attaque, aussi une irrégularité, parce que je l'ai dit, son 25% à peine à 3 points, c'était un vrai contraste par rapport à l'année dernière où il était quasiment à 37, je crois. C'est quoi ces limites finalement, Titouan? Bah, je sais pas si c'est une limite, mais c'est vrai que tu l'as abordé et je pense on est obligé d'en parler, surtout dans la NBA actuelle. C'est le tir, surtout pour un arrière. En fait, la mécanique est correcte, je trouve. C'est essentiellement du catch and shoot. On est entre 80 et 90% de catch and shoot sur ces 2 saisons à Wake Forest. Et en fait, la question sur son shoot, c'est de savoir quel est son vrai niveau. Parce que bon,
même sans prendre spécialement en compte les 2 saisons à Gonzaga, parce que le volume il est insignifiant, je crois qu'il a à peine une tentative par match en moyenne. Mais du coup, d'un côté, on a la saison dernière, comme tu l'as dit, où il shoot à 40% à 3 points sur plus de 5 tentatives par match, sur 34 matchs, donc un total de 185 tirs, j'avais noté, à 3 points tentés. Donc on a un échantillon quand même sérieux. Avec ça, on a 78% au lancer franc la saison dernière, 85% cette année. Donc voilà, d'un côté, on a vraiment des signes très positifs sur le shoot. D'un autre côté, on a ce début de saison où effectivement il est euh, un peu en dessous de 30% à 3 points, toujours sur un bon volume, plus de 5 tirs à 3 points tentés par match, mais sur seulement, on a quoi, 9, 10, une dizaine de matchs joués. Et donc, comme dit, la question c'est de savoir où se situe la vérité. Est-ce que Salis c'est un shooter à 40% ou à 25%? Euh, Comme souvent, je pense que la vérité est un peu entre les deux. Personnellement, je pense que c'est un shooter fiable parce que la saison dernière, il y a un gros volume avec de bons pourcentages à 3 points. Et surtout, il y a toujours eu de bons, voire de très bons pourcentages au lancer franc. Et on sait que c'est quand même un bon indicateur. Donc voilà, cette année, le pourcentage à 3 points n'est pas bon, mais il ne faut pas oublier que il a énormément de responsabilités offensives. Et en fait, il a joué aussi beaucoup de. Enfin, il y a qu'une dizaine de matchs, donc l'échantillon est très petit, et donc le moindre gros match à 3 points ou mauvais match à 3 points, ça peut faire énormément varier le pourcentage global de réussite. Donc je pense qu'il est juste dans une mauvaise passe actuellement, mais la réponse à cette question de quel est son vrai niveau de shoot va être très importante pour lui et pour son stock à la draft. Et donc voilà, j'en reparlerai un peu plus loin dans une autre partie de l'épisode, mais je pense que la fiabilité de son tir, ça va vraiment être la clé de sa projection NBA. Ce qui est d'autant plus marrant, c'est que, on l'a dit, c'est son plus mauvais pourcentage à 3 points, mais c'est aussi son meilleur au lancer franc. Donc on sait, tu l'as justement dit que c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, le pourcentage au lancer franc. C'est la première fois qu'il est au-dessus des 85%. Hugues, quelles sont les choses à améliorer chez Universalis, hormis le tir et la régularité? Euh, Bonne question parce que c'est quand même le gros point. Pour moi, ce qui va vraiment faire la différence pour ce joueur, c'est quel rôle il va avoir. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'une équipe peut drafter Hunter Salis pour son handle, pour sa créativité, pour sa passe? Je pense pas. Pour moi, il y a trop de limitations. Alors le dribble est correct, mais j'ai pas assez de garantie au niveau de la passe, j'ai du drive and kick, mais j'ai pas une vraie créativité. On le voit hein, d'ailleurs, hein, vraiment encore une fois, le départ de Miller par rapport à l'an dernier fait très très mal à Wake Forest parce que ça le déchargeait énormément et ça lui aidait en complément. En fait, les joueurs de ce profil-là, avec un tir léger comme ça, ultra fort défensivement, qui réussissent en NBA, ils ont existé sur du banc et ils ont existé d'abord à côté d'un fort joueur qui portait le ballon, les Delon White, les Ayo Dosunmu, qui étaient des profils à peu près similaires. Ouais, je vais rejoindre quand même ça, le tir à 3 points, le catch and shoot, être positif pour ton équipe. Et puis ensuite, derrière, va falloir pour moi aboutir le corps pour être capable sur de la percussion en transition, provoquer plus de lancers francs. Actuellement, le free throw rate de Hunter Salis, il est trop bas, c'est-à-dire le nombre de lancers francs tentés par rapport au nombre de tirs provoqués, de tirs tentés, pardon. Il est trop faible et ça s'explique parce qu'on a un joueur qui est beaucoup sur du toucher, avec du flotteur, avec du runner et qui parfois va éviter du contact lorsque le big est trop grand. Moi, j'attends qu'un mec qui a 4 ans d'université, avec les qualités verticales, qui possédait la longueur de bras, soit plus dur au mal. Et il faudra étudier le morphotype pour voir si on peut épaissir ça et continuer de développer musculairement, parce que sinon, ça va faire quand même beaucoup de points limitants pour espérer avoir une vraie belle carrière. Du coup, on va partir sur la projection. Salis, d'après ce que vous dites, quand même, on a du mal à imaginer autre chose qu'un second tour, voire un non drafté. Quand on en parle comme ça, il est déjà assez vieux. Il y a des progrès, mais c'est pas non plus mirobolant. C'est sa pire saison au tir. Est-ce qu'il se tire pas un petit peu une balle dans le pied, notre ami Salis, Titouan? Bah, je sais pas, parce que moi personnellement, je crois au tir. Enfin, vu
comme on l'a dit, les signes positifs de lancer franc, la bonne saison qu'il fait au shoot la saison dernière, vu le peu d'échantillons qu'on a cette année, c'est-à-dire oui, une petite dizaine de matchs de jouer, je peux pas croire que d'un coup c'est devenu un shooter à 25% en fait. Donc moi je crois au tir, par contre je rejoins Hugues dans le sens où je pense pas que ce qu'il fait à Wake Forest, c'est-à-dire ce rôle de ball handler primaire en fait, je pense pas que ce soit le rôle qu'il aura en NBA, c'est plus celui qu'il avait à Gonzaga, c'est-à-dire plus un finisseur, peut-être avec un peu de connecting parce c'est quand même pas juste un finisseur, c'est quand même un joueur qui est capable de dribbler, de passer, d'attaquer des close-out ou des décalages qui ont été faits par un créateur principal. Et du coup, dans ce rôle, vu la défense qu'il apporte, et le fait que je crois au tir extérieur, je pense dans ce rôle de connecteur un peu polyvalent, finisseur avec de la défense, du coup, moi, je l'aurais plus en fin de premier tour, notamment s'il redresse la barre au niveau du tir d'ici la fin de la saison. Parce qu'en plus, je me dis que dans une NBA qui est de moins en moins regardante sur l'âge des prospects, on le voit de plus en plus ces dernières saisons, sur les dernières drafts, des prospects plus âgés, je pense à Dalton Connect pour le plus récent. Euh, on en voit de plus en plus être draftés assez haut, et notamment à cause du nouveau CBA en fait, et du fait que drafter des joueurs qui peuvent apporter dès leur année 1 ou 2, même dans des équipes compétitives, ça a beaucoup de valeur parce que ça apporte à ces équipes qui ont souvent une flexibilité limitée, ça apporte des joueurs positifs tout en étant dans des contrats relativement faibles, donc ça a beaucoup de valeur. Je pense à des gars comme son ancien coéquipier Julian Strawther par exemple, ou Christian Braun à Denver, ou même cette année Jalen Wells à Memphis. Donc je pense qu'Hunter Salis peut être une bonne surprise de la draft et être pris en fin de premier tour par une équipe qui cherche un peu de profondeur sur son banc à moindre coût. Hugues, est-ce que tu partages l'optimisme de Titouan? Sur son analyse, je suis totalement d'accord sur le fait que fin de premier tour, en fait, faut drafter des joueurs qui sont prêts parce que c'est des équipes compétitives et que même si on milite depuis quelques années là-dessus, il y a des équipes qui suivent un petit peu et le font, et puis il y a des équipes qui continuent de prendre des jeunes prospects pas prêts. Et moi j'ai le traumatisme de Jalen Hood-Schifino aux Lakers, et qui les flingue totalement. Donc oui, il faut aller sur des vieux entre guillemets sur de la fin de premier tour. Et c'est toujours le jeu de qui sera le meilleur dans ce rôle-là. Aujourd'hui en NCAA, dans une draft avec pas mal de créateurs, qui va aller prendre un 3&D sur les postes arrière fin de premier tour, et qui a à côté, ça va être la question que les franchises vont se poser. Là, c'est un peu tôt dans la saison pour que je puisse énumérer pas mal de noms, mais sur le profil, il y a des armes, il y a des vraies qualités, des choses qui vont rester: la défense, l'athlète, la course. Maintenant, le range, de toute façon, on le sait, entre 20 et 45, ça se joue un mouchoir de poche, donc il va falloir vraiment qu'il relève la barre. Il est à 3 sur 35 sur les premiers tirs à 3 points, donc il était vraiment à moins de 10%. Là, on remonte sous la barre des 25-30%, donc il y a une pente un peu positive, et faut espérer que des joueurs prennent un peu la relève du côté de Wake Forest, parce que s'il doit tout faire de A à Z, même si c'est que short catch and shoot, il va tirer la langue, il va galérer, il va être défendu en étant ciblé comme la seule vraie menace offensive sur le périmètre. Donc il a passé une très mauvaise saison. Pour finir là-dessus, après les franchises, elles font des workouts, et dans les workouts, on sait qu'il y a des mecs qui ont mal tiré, qui se révèlent bien, ou des mecs qui n'avaient pas le droit de tirer, qui se révèlent. Ryan Dunn, par exemple, a bluffé tout le monde. Et dans les quelques échos qu'on avait pu avoir à gauche, à droite sur les workouts, il y a des joueurs qui en fait prouvent à tout le monde que s'ils peuvent shooter, et ils se font drafter même s'ils étaient à 25-30%. Et puis, comme Titouan l'a dit, il faut mieux être à 30% en prenant 6 par match qu'être à 40% en prenant 2. Ça a quand même un bel indicateur. Dernière question, est-ce qu'on y croit? Et si oui, dans quelle mesure, Titouan? Oui, j'y crois. Ce serait mentir de dire que c'est le pick le plus safe de la QV parce que parce que sa réussite va probablement nécessiter un changement dans son rôle et sa façon de jouer vis-à-vis de ce qu'il faisait jusqu'à maintenant à Wake Forest. Mais c'est quelque chose qu'il a déjà connu à Gonzaga, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est vis-à-vis du profil, donc ce genre de, on va dire, 3&D moderne, entre guillemets, où tu as un peu de connecting en attaque, t'as pas juste du catch and shoot dans le corner. En fait, je me demande juste si une équipe cherche ce profil-là,
est-ce que elle va pas trouver le même profil, mais en un peu meilleur, un peu plus grand ou un peu plus fiable à 3 points? On en reparlera peut-être avec le second prospect. Mais ouais, je me demande s'il n'y aurait pas un joueur qui a le même profil, mais voilà, en gros, qui a un Salis amélioré. Tu vois. C'est plus dans ce sens-là que je suis pas sûr à 100%. Donc je dirais 6 sur 10 dans mon échelle de croyance. Historiquement, c'est vrai que les 3&D arrière, qui sont en gros 3&D et plus si affinité sur le ball handling, ça va rarement sur de la fin de premier tour. J'en citais quelques-uns, mais les Deuce McBride, qui est un peu plus petit, mais c'est du second tour. Peyton Pritchard, c'est second tour aussi, ou peut-être fin de premier, parce que vous aviez eu la vision. Ayo de Sunmu, c'est second tour. Et quand Keon je regarde... Ellis. T'as dit qui? Keon Ellis, oui, Ouais, effectivement. Keon Ellis. Très bon aussi dans le profil. Et les mecs, ils ont été draftés un peu fin de premier tour, étaient des meilleurs ball handlers. Je pense à Podziemski par exemple, qui avait plus de créativité balle en main, ou pour encore un shout-out à Jalen Williams, qui était un peu plus buffle, mais pour une mensuration en termes de taille très similaire, qui montrait d'autres choses de meilleure qualité. Donc moi, j'y crois pas sur du premier tour, mais sur du second tour. Et je regardais la liste des joueurs, il va être en compétition avec Adam Abal, avec Tyrese Proctor dans le profil de 3&D arrière. Et donc peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein. Là, je le fais vraiment à la 2-2, mais il faudra prouver des choses, quoi. Messieurs, est-ce qu'on a été exhaustif et complet sur Hunter Salis? Je pense qu'on est pas mal. Donc, un profil à garder en tête, un petit risque, mais le risque peut en valoir la chandelle. Comme c'est le pod juste avant Noël, un petit mot, un petit peu entre guillemets perso, on va dire. Enfin, en tout cas en lien avec mon travail. C'est-à-dire que, comme vous le savez, je suis infirmier en santé mentale, donc c'est important, surtout dans ces périodes de fête. C'est pas toujours la fête pour tout le monde, donc c'est toujours important de prendre soin des autres et de prendre soin de soi. Et si ça va pas, faut pas hésiter non plus à aller demander de l'aide. Tout le monde, il faut le faire. En fait, il faut le faire. Ça, vous faites-le pour vos amis. Ça peut sauver des vies, c'est super important. Un petit numéro à connaître aussi, c'est 3114. C'est SOS Suicide. Je suis pas sponsorisé, rien du tout. C'est juste parce qu'il me semble que dans l'esprit de Noël, c'est important d'en parler. En tout cas, ceci étant dit, on va clôturer sur ça et on vous dit à très vite pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et joyeux Noël. Bye bye. I wish you a Merry Ciao. Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.